On repart donc avec Marc Lermite. Salut Marc. Bonjour. Associé EY, l'homme qui est l'homme des investissements internationaux en France, l'homme qui détient les clés de l'attractivité. Donc Alors, première question, mais tu n'as peut-être pas la réponse, et vraiment, il ne faut pas hésiter, hein, Marc, mais je me disais, dans les contacts que tu as noués, depuis combien de temps tu fais ce baromètre des investissements ? Voilà, donc je pense que tu as noué quand même un certain nombre de contacts, que le téléphone a peut-être sonné sur ces 2-3 derniers jours, et est-ce que, vraiment, question très simple, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'impact sur la crise politique qu'on se prépare à traverser pendant quelques semaines ? C'est sûr qu'il y a aujourd'hui... D'abord, il y a beaucoup de projets en Europe. Hein, c'est ce que montre à la fois notre baromètre, mais aussi toutes les conversations qu'on a avec nos clients, dans tous les écosystèmes, j'allais dire, dans presque tous les pays d'Europe. Énormément de volonté de réinvestir en Europe, de rapprocher des implantations industrielles, des marchés européens, de faire de la relocalisation, de décarboner des chaînes de valeur. Donc, il y a énormément de volonté de revenir. Il y avait beaucoup de volonté de revenir en France. On l'a d'ailleurs vu l'année dernière. C'était manifeste, plus de projets que dans les très belles années qu'on avait déjà vécues depuis 2-3 ans. La France numéro 1 au palmarès, on va sans doute en reparler. Et ça sur un fond de promesses, d'engagement, de promesses tenues et d'engagement à ce que la France continue sa transformation. Cette longue introduction pour dire que effectivement, quand on passe à une majorité relative, que viennent des arbitrages qui ne sont pas seulement des arbitrages politiques, mais budgétaires, sur d'autres priorités, des coalitions, des consensus à bâtir, un temps de débat parlementaire qui va se démultiplier. Depuis 2-3 jours, on n'est pas dans l'inquiétude avérée, j'arrête mes projets, quittez Paris, repartez à Londres, mais une interrogation sur est-ce que la France a réalisé qu'elle avait fait du chemin, mais seulement une partie du chemin. Et que pour redevenir complètement compétitive et rester un pays qui compte dans l'économie mondiale, qui non seulement attire des investissements étrangers, mais aussi des talents, de l'innovation et de créer de l'emploi. Près de 200 000 emplois depuis 5 ans ont été créés par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des boîtes internationales qui sont nées ailleurs, qui ont des implantations ailleurs, qui ont le choix de le faire ailleurs et qui sont, plus que dans tout autre pays européen, venus le faire dans l'Hexagone ces 5 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné un peu d'air, parce qu'on a tenu les engagements malgré la pandémie, les engagements de baisse de la fiscalité, des engagements d'aération, d'allègement de notre droit social, des engagements aussi sur l'innovation, sur la France du futur. Donc ça, est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il va y avoir une pause temporaire ? C'est une vraie question parmi les dirigeants. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est une partie de chemin. Alors d'abord, juste un point, parce que on va revenir sur le baromètre, mais c'est un truc qui me chiffonne quand même. On en a parlé ensemble d'ailleurs. C'est sur cette histoire d'emploi créé. Ils viennent en fait, et ton baromètre est très très clair, ils viennent chercher la qualité de la formation française. Ça veut dire qu'en fait, ils ne viennent pas créer des emplois. Ils viennent prendre des emplois qui, de toute façon, auraient été pourvus, Marc. Moi, c'est toujours ce qui me gêne sur cette histoire de création d'emplois. C'est-à-dire, en gros, si, j'en sais rien, Intel monte un centre de recherche en France, ils ne vont pas créer des emplois. Ce sera des gars qui iront chez Intel, mais de toute façon, ils avaient des offres absolument partout. C'est sur des métiers en tension, c'est sur des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et si Intel a créé ce splendide centre de recherche qui va créer près de 1000 emplois en France, est-ce que ST Microélectronique aurait décidé de mettre dans les mêmes proportions en France un énorme centre de recherche sur les processeurs? Ça crée une dynamique, c'est ça que tu me dis. Ça crée une dynamique. En fait, l'investissement international, en fait, c'est des boîtes comme les boîtes françaises, qui sont d'ailleurs très concurrentes parfois avec des boîtes françaises, parfois de très vieilles marques françaises. La TECOR, c'est Collins Aerospace. Beaucoup de ces entreprises à capitaux étrangers, nées ailleurs, sont en France depuis plus longtemps que Renault, que Orange et d'autres. Et donc, ces entreprises qui employaient il y a 5-6 ans à peu près 2 millions de personnes, en emploient 2,2 millions aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont créé des emplois à la place d'autres, des emplois qui se seraient retrouvés ? Parce que de toute façon, on crée un peu plus d'emplois en France, quand même un chômage qui reste entre 7 et 7,5. Oui, mais ce n'est pas ces gars-là que viennent chercher tes investisseurs étrangers. Ce n'est pas les 7% de chômeurs. Alors, mes investisseurs étrangers, nos investisseurs... Pardon, oui. Non, mais je suis ravi, j'en suis très fier. D'ailleurs, l'entreprise dans laquelle j'ai le bonheur de travailler en est un aussi. Tout à fait. Je les connais assez bien. Justement, Stéphane, ils sont venus, et c'est une des surprises de ce baromètre, ils sont venus dans des petits territoires.
Et je pense que beaucoup de ceux qui ont traversé la France, des anciens bassins industriels, dans le Grand Est, dans la Nièvre, dans le centre de la France, dans des zones qui sont, que d'aucuns ont appelées les zones périphériques, les zones périurbaines, les zones rurales, on voit souvent, j'ai fait cette expérience il y a encore 2 semaines avec un client, on a traversé la France, une partie de la France ensemble, on traverse des villes moyennes, moins de 20 000 habitants, on croise 1 ou 2 friches industrielles réelles, friches industrielles ça fait peur à voir, qui portent encore l'enseigne un peu défraîchie de grandes entreprises françaises, d'ETI françaises, qui sont pour certaines parties faire des conquêtes à l'international. Donc il n'y a pas de reproche à leur faire. Et puis dans une petite zone d'activité, probablement avec 2 à 3 fois moins d'emplois, donc c'est une des vraies questions que pose l'économie française, un nouveau bâtiment qui, lui, est opéré par une entreprise souvent internationale qui est venue s'insérer dans ce bassin d'emploi où il y a encore 10, 15, 20% de chômage. Dans ces zones-là, il y a encore tu as parfaitement raison là-dessus. Attends, mais le chiffre, il est dans ton baromètre, près d'un projet industriel sur 2 localisé dans un territoire de moins de 50 000 habitants. Absolument, et ça c'est... Et là, s'il y a pas, tu vas pas, moins de 50 000 habitants, tu vas pas faire du retail, t'as pas la zone de chalandise, tu vas pas faire... il faut que faire... C'est l'usine en fait. C'est l'usine, 50% des projets industriels vont dans ces à la rigueur le call center, mais voilà, c'est à la rigueur, mais à l'extrême rigueur. À l'extrême rigueur. Et donc... oui, ces entreprises internationales, elles viennent créer, elles viennent chercher nos talents, nos chercheurs, elles viennent travailler pour les grands donneurs d'ordre, privés et publics, mais 342 d'entre elles sont venues l'année dernière pour faire de l'industrie en France. Et quand elles font de l'industrie en France, plutôt des extensions de sites existants, qui ne créent pas suffisamment d'emplois. On va en parler, parce qu'il y a encore quand même quelques nuances à ce baromètre qui est assez positif. Elles viennent le faire dans des territoires qui sont d'anciens bases industrielles abandonnés ou laissés un tout petit peu de côté par des entreprises nées en France qui ont eu ces 10 dernières années, dans le même temps, besoin d'aller s'exprimer à l'international. Mais regarde, donc je regardais, revenons sur, mais très intéressant ce que tu me dis, sur l'inquiétude de certains de tes contacts. Bon, alors c'est les gens qui nous écoutent, qui nous regardent régulièrement, commencent à en avoir marre, parce que c'est une de mes marottes, c'est l'idée de dire, rêve libéral, finalement, c'est pas plus mal si on se retrouve avec un gouvernement empêché et avec un Parlement qui ne peut pas légiférer. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, tes investisseurs ? Je regardais. Innovation et fiscalité. Stabilité fiscale. Donc là, ça y est, le taux d'IS, il est descendu à 25. C'est fait, c'est voté, etc. S'il n'y a personne pour le remonter, s'il n'y a personne pour y toucher... Mais c'est la meilleure des nouvelles. Grosse insistance sur le crédit d'impôt recherche, c'est ça aussi, de la part de tes investisseurs ? Oui, sur le fait de le maintenir, parce qu'il est régulièrement attaqué. Et là aussi, s'il n'y a personne pour y toucher. Non, mais il y a encore du boulot. Tout va bien. On est encore aujourd'hui, à peu près, toutes choses égales par ailleurs, on est encore à peu près en pression fiscale, on est encore à peu près 20% au-dessus de la moyenne européenne. 20 points au-dessus de la moyenne européenne. Sur le coût du travail. Donc voilà un des endroits où normalement, il faudrait continuer à alléger un tout petit peu le poids de la fiscalité. C'est un énorme élément de la pression fiscale. Et notamment coût du travail qualifié pour le coup. Le coût du travail qualifié, absolument, parce que sur les premières tranches de salaire, là, l'effort a été fait. D'abord le CICE, ensuite les baisses de charges assez rapidement, et que je pense que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Les impôts de production, autre sujet. On est encore dans un écart considérable avec un énorme concurrent qui est l'Allemagne. Moi, je le vois de façon assez concrète dans un secteur dans lequel j'ai un énorme plaisir à travailler en ce moment, qui est celui de l'ameublement. L'ameublement, c'est 15 000 entreprises, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des PME et des ETI absolument extraordinaires, Fermob, Théma-Home, Gauthier, La Fuma et d'autres, qui ont envie de faire du Made in France, qui ont envie de le faire et qui ont certainement mieux à faire et qui peuvent mieux faire sur leur capacité à l'export, sur la confiance dans les marchés, pour s'équiper, former leurs compétences, mais qui ont d'abord un problème de compétitivité, qui est d'abord pour faire du Made in France qui s'exporte très bien, quand il est à bon prix, quand il arrive chez les consommateurs ou dans les bureaux ou dans les hôtels, parce que c'est ça qu'on vend quand on vend de l'ameublement. Tout à fait. Il faut qu'ils le fassent
à armes égales. Et là, les impôts de production pèsent très lourd dans leur prix de revient et dans leur compétitivité. C'est très concret. Et dans tous les secteurs d'activité, ce Made in France qu'on sent quand même aujourd'hui finalement assez désiré par beaucoup d'entreprises, pas seulement dans la grande conso, pas seulement dans le meuble, pas seulement dans l'alimentaire, pas seulement dans le luxe, mais aussi dans l'industrie dont les marques se connaissent pas. Ce Made in France, aussi il fort aura que du ça. mal. Moi, je te parle très franchement, je pense que c'est des mots. Tout le monde en parle. Les impôts de production, c'est des mots ? Non. Le désir du Made in France, pardon pour l'expression que j'utilise parfois, c'est comme le sexe adolescent. Tout le monde en rêve, tout le monde en parle, personne ne le fait. Tu vois, et on regarde un peu trop la télé. Alors, c'est des mots, c'est dans l'étude. Il y a plein de. J'ai vu les exemples qui sont donnés dans ton baromètre. Exemples et chiffres à l'appui. C'est anecdotique. Non, j'ai pas parlé d'un tsunami de relocalisation, de désir de refaire en France. C'est à chaque fois quelques dizaines de... L'année dernière, si l'on en croit, et parfois il faut les croire, il faut croire la parole de nos ministres, la ministre en charge me disait, et a ouvert ses livres et ses comptes, nous disait, on a dans nos banques de projets, aujourd'hui, dans les territoires d'industrie, dans ce que le Bercy est capable de recenser, avec les régions, à peu près 500 projets réels d'entreprises françaises ou d'entreprises nées ailleurs, d'entreprises d'investisseurs étrangers, 500 projets réels de relocalisation, 500 intentions de voter en France. Et c'est beaucoup, ça ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas suffisant pour passer de 7,5 de chômage à 5 qui est notre rêve à tous. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on a fait la moitié. Et 200 milliards de déficit extérieur, parce qu'il y a ça aussi. Absolument, voilà. Ces 500 projets, ils sont réels. Alors, ensuite, on les voit au compte-gouttes, semaine après semaine, mois par mois. Dans le vélo, il y a eu un certain nombre de relocalisations intéressantes. Dans le textile, pour autant qu'on se mette sur des catégories de produits où le consommateur est prêt à payer 15-20% de prix supplémentaires. Donc on n'est pas dans le premium, mais on n'est pas non plus dans le bas ou le milieu de gamme. Donc pour fortifier ce mouvement, on va dire... Un peu de production, charge sociale, Toi, tu penses qu'un gouvernement empêché, un parlement paralysé, c'est pas bon et ça ne... Et ça n'est que sur la micro, parce que le mur de la macro, on parle du mur de la dette, mais il y a quelques sujets macroéconomiques assez lourds devant nous et qui n'échappent pas aux dirigeants d'entreprise et aux très bons observateurs et journalistes, c'est qu'on a aussi une situation macro, une situation de dette, une situation qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des contribuables et des contributeurs de la recette fiscale en France. On sait ce que nous ont dit les 5-7 dernières années. Moi, je pense que c'est pas uniquement le gouvernement, on va dire le premier mandat d'Emmanuel Macron, ça avait commencé un petit peu avant. Il faut être honnête, ça avait commencé bien avant pour le crédit d'impôt recherche, ça a commencé avant quand on a réalisé, tournant 2012-2013, rapport Gallois, fameux rapport Gallois, le vrai tournant. Et ensuite quelques premières mesures de compétitivité et qui se sont accélérées en 2017-2018 et qui ont porté leurs fruits, puisque moi, je dis 200 000 emplois nets supplémentaires qui auraient peut-être été créés par d'autres. Moi, je ne les ai pas vus, les autres. Non, puis je comprends. Il y a encore du mot dans les bassins d'emploi français, dans le Nord. Tout à fait. Ton sujet de territoire est un sujet fondamental. Il y a quand même encore un petit peu de... Fondamental. On peut encore faire mieux. Modulo, on va mettre en face l'idée que toute réforme un tout petit peu ambitieuse, telle que, on vient d'en parler là longuement avec Jean-Hervé Lorenzi, réforme des retraites comme le prévoyait Emmanuel Macron, te mettait un tel pataquès dans le pays que peut-être ça aussi, tes investisseurs étrangers, si tu veux se gagner un peu de calme. C'est ça, il faut choisir entre la poire et le fromage, si j'ose dire. Entre, OK, on va pas avoir grand-chose de plus, mais en même temps, on est sûr qu'on va pas se retrouver avec le pays paralysé pendant 3 mois. Moi, je pense qu'il y a trois fautes que les entreprises en général, pas seulement les investisseurs étrangers, les dirigeants qui croient en la France et qui croient que la France peut compter comme terre de production pour ensuite faire de l'export, terre d'innovation. C'est un pays important, c'est la 2e économie européenne quand même. Il y a 3 fautes qui ne pardonneraient pas on va dire cet écosystème politique très nouveau, une espèce d'animal bizarre qu'on a un peu connu dans le passé, mais qui est en train de se former.
Premièrement, c'est arrêter ces réformes de compétitivité, le chemin qu'on a commencé à parcourir en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant les charges sociales sur les premières tranches de salaire, en maintenant le crédit d'impôt recherche. Il y a encore beaucoup à faire, je l'ai dit. Ça, a priori, sur les impôts de production, tu trouves une majorité. Hein. Normalement, a priori, là, on regarde, tu trouves une majorité. Trouver une majorité en expliquant bien, c'est pas baisse d'impôt pour les riches, c'est pour les entreprises, c'est donc pour l'emploi. Il faut un peu mieux l'expliquer peut-être, Stéphane. LREM, la droite, là, les Républicains et même Rassemblement National, ils te baissent les impôts de production. Normalement, on devrait trouver des consensus, là, voire une majorité. Coalition. Deuxième sujet sur lequel, qui est un vrai marqueur aujourd'hui de l'attractivité de la France, et c'est d'ailleurs le premier marqueur dans notre enquête, dans l'enquête d'EY, c'est l'innovation. C'est-à-dire que la French Tech, qui a aussi ses nuances, ses problèmes, ses défauts, qui manque de financement, même si on a levé des fonds comme jamais l'année dernière en France, qui va avoir 10 licornes, elle n'en avait qu'une il y a 5 ans. Il y a encore du chemin pour arriver au niveau des grandes terres d'innovation, de levée de fonds, de start-up et de technologies très avancées dans le monde. Et donc ça, on ne nous pardonnerait pas de toucher, de ne pas continuer à améliorer ce qui fait aujourd'hui que l'enseignement supérieur français est quand même super recherché. Donc on a des chercheurs qui sont très très recherchés, qui sont très recrutés par des universités américaines, par des entreprises privées, et souvent pour partir. Donc là, il ne faut pas qu'on touche ça. Et le troisième sujet... Ça, juste un point là-dessus, parce que garde ton troisième sujet. Là, j'ai peur que le bébé parte avec l'eau du bain. C'est-à-dire French Tech, Startup Nation, c'est tellement... Tu veux coller à Macron que iconique, là, c'est plus compliqué. Je pense que c'est pour ça que j'en parle. Tu as parfaitement sur raison. La fiscalité, on peut bâtir un consensus, mais il faut expliquer en fait comment les entreprises fonctionnent et réfléchissent et ce qu'elles ont sous le pied pour créer encore plus d'emplois, pour baisser encore notre taux de chômage qui est inacceptable à 7,5. C'est pas acceptable de s'arrêter à 7,5. Sur l'innovation, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. On a aujourd'hui une zone dangereuse parce que c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'a illustré Emmanuel Macron et ce qu'il a mis en avant vraiment au centre de son agenda. Il est allé mouiller la chemise, on le dit souvent à Las Vegas et ailleurs. Et ça, néanmoins, c'est quand même le futur, pas à 10 ou 15 ans, c'est la création d'entreprises, c'est un horizon de 3 à 5 ans, cette création d'entreprise. Et ton troisième point, sujet, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, si on ne s'en était pas aperçu, que toute la régulation environnementale, la réglementation environnementale, la fiscalité environnementale, toutes les mesures de soutien, de relance qui viennent du financement public, le Green Deal européen, les fonds du plan de relance français, mais aussi la capacité du secteur financier à accompagner l'efficacité énergétique, tous les énormes les programmes de transformation des entreprises industrielles ou des entreprises de services, ça, pour 9 entreprises sur 10, c'est aujourd'hui un must. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions de localisation, c'est ce que notre enquête confirme, et d'autres d'ailleurs, c'est qu'elles prennent leurs décisions de localisation en regardant ce que les pays et les villes, il y a vraiment plusieurs échelles, l'Europe d'abord, les pays et les villes, leur permettront de faire pour atteindre leurs propres objectifs dans la taxonomie, leurs propres objectifs de net zéro pour certaines, de négatif pour d'autres, qui sont... Et ils sont même, à te lire, ils sont même demandeurs de réglementation assez forte. Oui, parce que... C'est ça le paradoxe du truc. Ils pensent que la réglementation, dans un bon équilibre, tout est évidemment question d'équilibre, la réglementation va permettre d'accélérer la demande consommateur, la demande industrielle. Donc je pense qu'ils le voient se réaliser comme ça aux États-Unis notamment, qui est un pays pas connu pour sa réglementation, mais c'est aujourd'hui par des grandes orientations réglementaires dans certains États, au stade des États. C'est pour ça que je pense que le niveau local, le niveau des régions, l'expérimentation dans les régions, dans les métropoles, peut être très intéressante. À imaginer que certaines villes ne réfléchissent pas à courte vue en disant « moi je ne veux pas de ce projet parce qu'il est trop polluant, etc. » Parce qu'on est au bout, et c'était ma dernière question quand même. L'attractivité de Paris ne se dément pas. Oui. Ça veut dire que la personnalité du maire n'a absolument aucune importance ? La personnalité du maire ou de la présidente de région, parce que c'est une affaire collective, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux élus, il y a aussi quelques dirigeants privés... Non, mais quand même, c'est un truc, moi j'étais frappé de ça. On vit en France, sur les réseaux sociaux, il y a ce truc Saccage Paris qui doit être sans doute le hashtag le plus retweeté, tweeté, etc. de l'année 2020. Et l'attractivité... Sans doute, je te laisse ton commentaire, mais l'attractivité de Paris
n'a sans doute jamais été aussi forte. Non, parce que dans d'autres cercles qui te sont chers, Paris est magique. Parce qu'en fait, plus sérieusement, la seule autre métropole mondiale en Europe qui peut faire concurrence à Londres, qui reste très, très puissante sur son industrie financière, les sièges européens de la tech qui sont encore. Mais la seule vraie concurrence de Londres, c'est Paris. C'est la région Île-de-France, c'est le Grand Paris. Et donc là, on voit une montée en puissance depuis quelques années de Paris et de l'Île-de-France. C'est une grande région qui peut faire pièce dans les grandes métropoles mondiales, et notamment face à Londres. Donc, pour boucler la boucle, Paris est magique et dream bigger, alors à ce moment-là. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver. Il ne faut pas s'arrêter de rêver et rêver plus grand. Merci Marc. Donc Marc Lermite, associé EY, qui était notre deuxième invité sur Bismart. Et on se retrouve demain.